Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. La Géorgie, pays du Caucase à l'équilibre politique fragile, candidat d'ailleurs à l'adhésion à l'Union européenne depuis mars 2022, a connu 3 jours de manifestations massives en fin de semaine dernière, rassemblant des dizaines de milliers de personnes. En question, un projet de loi qui prévoyait de classer comme agents de l'étranger les ONG, les médias recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger sous peine d'amende. Un texte qui était accusé par les manifestants, par les opposants de dérive autoritaire un peu à la russe. Pendant les manifestations, des heurts, des murs ébranlés, des drapeaux américains, européens, ukrainiens et l'hymne ukrainien d'ailleurs, l'hymne ukrainien qui a été entendu dans plusieurs villes. Écoutez, de Géorgie. Ouais, je trouve ça toujours beau, ces hymnes chantés en chœur. Le texte a finalement été rejeté par le Parlement européen. En deuxième lecture, le gouvernement a fait marche arrière, a même promis de libérer les personnes arrêtées pendant les manifestations. L'affaire pourrait donc être close, mais ce qui est intéressant dans cette affaire, ce sont évidemment les influences en jeu, alors que l'Union européenne, la France surtout particulièrement, a assuré le pays, la Géorgie, de son soutien. Je vous rappelle le tweet d'Emmanuel Macron, l'attachement des Géorgiennes et des Géorgiens aux valeurs démocratiques, à la liberté de la presse et à l'association a été entendu. La Géorgie, tournée vers l'Europe, sait pouvoir compter sur l'amitié de la France. Emmanuel Macron a également dénoncé les pressions très fortes subies par l'Union européenne en visant notamment la Russie. Et la Russie, de son côté, par l'intermédiaire de Sergueï Lavrov, a comparé les manifestations à la révolution de 2014 en Ukraine. Pour lui, pour la Russie, il voit dans cette mobilisation la main des États-Unis s'efforçant de provoquer un sentiment anti-russe. Je ne fais que citer Sergueï Lavrov. Voilà, pour lui, c'est un prétexte pour lancer une tentative de changement de régime par la force. Réponse à Sergueï Lavrov, réponse de la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, qui s'exprimait d'ailleurs, c'est intéressant, depuis New York. Écoutez-la. Je crois qu'il serait utile qu'on arrête, une fois pour toutes, de réfléchir à ce que les Russes peuvent utiliser comme prétexte pour attaquer tel ou tel de leurs voisins. Ça fait plus de 2 siècles, je pense, qu'ils attaquent, qu'ils agressent, qu'ils occupent des territoires de pays souverains autour de la Russie en utilisant divers prétextes. Donc les prétextes, si la Russie en veut, elle les trouvera toujours. Donc je crois que c'est pas la peine d'avoir une conversation russo-centrée sur ce qu'a pu dire ou pas pu dire Sergueï Lavrov. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est ce que la population géorgienne a voulu dire lorsqu'elle est sortie dans la rue, une fois de plus. À la conclusion, on voit des pays qui se renvoient la balle de l'influence en fait, de cette révolte. Emmanuel Macron vers la Russie vers les États-Unis, etc. Alors que retenir de cette révolte et peut-on y voir une nouvelle révolution colorée? Eh bien, c'est la question que je pose à mes 2 invités. Bonjour Thierry Marignac. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, écrivain, traducteur également en russe et en anglais. Auteur notamment de ce livre-reportage ou 20, je ne sais pas comment vous le dites, le roman noir des drogues. Vint, voilà. Le roman noir des drogues en Ukraine aux éditions Payot. Et puis dernièrement, ce livre sur lequel nous reviendrons ensemble, La guerre avant la guerre, chronique ukrainienne aux éditions Confident. Et puis nous sommes également avec Alexis Troud. Bonjour Alexis Troud. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes expert international auprès de l'UNESCO, professeur à l'Université Saint-Quentin en Yvelines, chercheur à Stratpol, et puis auteur de ce livre notamment, L'éclatement des Balkans, une stratégie programmée par les États-Unis contre l'Europe, chez Xenia Éditions, et puis encore Les Balkans aux éditions Perspectives Libres. Alors, pour commencer peut-être, Thierry Marignac, vous qui avez été sur place en Ukraine, avant la révolte et pendant d'ailleurs Maïdan. Est-ce que vous y voyez une influence ici encore aujourd'hui sur ce qui se passe en Géorgie, une influence quelconque étrangère et pourquoi pas américaine? Bon, sans aucun doute. Il y a les Euro-américains implantent
des ONG qui sont des agents d'influence, qui truffent d'agents d'influence. D'ailleurs, pour ça, on a beaucoup critiqué le pouvoir russe d'avoir viré les ONG, d'avoir viré les ONG et notamment certaines humanitaires. Par exemple, je pense au problème des drogues, puisque je m'en suis occupé en Ukraine. S'ils les avaient pas truffés d'espions, on les aurait peut-être pas foutus dehors. D'un autre côté, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand il n'y a pas un véritable mécontentement dans une population, il est complètement inutile. C'est à la première page de tous les manuels de services secrets. Il est complètement inutile d'essayer de l'influencer, mais tout l'argent du monde et tous les agents subversifs du monde n'y pourront rien. S'il y a un tel soulèvement, c'est qu'il y a forcément un ferment de mécontentement dans une population. Mais ça peut être le résultat d'une minorité ou pas? Une minorité mécontente? De toute façon, c'est toujours une minorité qui descend dans la rue. C'est jamais la majorité. La masse est moutonnière. Je sais pas, je suis pas le premier à le dire. Oui, tout à fait. Un parallèle, puisque vous parliez de cette loi pour identifier les citoyens payés par des pays étrangers. Il faut savoir que le Canada met également une loi de la sorte en vigueur. Et bon, on en entend un petit peu moins parler pour le Canada pourtant. Alors, oui, c'est toujours deux poids, deux mesures, de toute façon. Voilà, non, mais c'est intéressant de le souligner. Alexis Troud, question générale pour commencer. Peut-on imaginer une quelconque forme d'influence via les ONG ou d'autres dans cette révolte qu'on a pu voir en Géorgie? Mais il est évident que depuis 20 ans, à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur les pourtours de l'ancienne Union soviétique, moi je pense à l'Asie centrale, au Caucase, dans les Balkans, à chaque fois, on a la main de ces ONG. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est des spécialistes comme M. Avioutsky, qui a écrit un très beau livre sur les révolutions oranges. Or, rappelez-vous, depuis 2002 et la pseudo-révolte contre Milosevic en Serbie, on sait maintenant qu'elle a été diligentée par la New Endowment Democracy, liée au gouvernement américain, et puis avec l'aide, les fonds de M. George Soros. Eh bien, à chaque fois, on a le même scénario. On a eu la révolution des œillets, la révolution des tulipes, etc., etc. Rappelez-vous, les roses, la révolution des roses. Et donc, c'est étonnant à quel point c'est exactement le même. Alors, le même vocabulaire, droit de l'homme, démocratie, quand c'est évidemment le camp opposé. Les mêmes méthodes. On réunit quelques supporters des principaux clubs de foot. À l'époque, c'était l'Étoile Rouge de Belgrade. En Serbie, puis au Kyrgyzstan, c'était aussi les supporters d'un club de foot. Et puis, en quelques jours, c'est réglé. Et si vous voulez, il faut que les gens, quand même, aient un peu une mémoire historique. C'est la même chose depuis 20 ans. Donc, moi, je ne connais pas le cas de la Géorgie personnellement, mais ça me rappelle les scénarios qu'on a eus en Serbie, au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, etc., etc. Et donc, oui, on peut vraiment craindre comme toujours, si vous voulez, c'est le grand jeu politique. C'est un jeu, en fait, la guerre froide n'est pas terminée. Ça fait 30 ans que je le dis, et la guerre froide ne s'est jamais terminée, et que la Russie et les États-Unis continuent par pays interposés à se... Et donc, il ne faut pas rentrer dans ce schéma, mais complètement naïf, d'un côté démocrate et de l'autre. Je voudrais rappeler aux auditeurs qui est Madame Zurashvili, quand même. Oui, alors vous allez nous rappeler, oui, son profil est très intéressant. Il est 8h pile, on fait un très rapide point sur les informations et ensuite on revient évidemment sur le profil de la présidente de la Géorgie. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, 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 non, non, non. La table ronde. Pour cette table ronde sur la révolte en Géorgie, une nouvelle révolution colorée. Ou quels sont les jeux d'influence dans tous les cas? La question qui se pose et que nous posons à nos deux experts, Alexis Troud, expert international auprès de l'UNESCO, professeur à l'Université Saint-Quentin en Yvelines, chercheur à Stratpol, auteur notamment de L'éclatement des Balkans, une stratégie programmé par les États-Unis contre l'Europe chez Xenia Éditions, ou encore Les Balkans aux éditions Perspectives Libres. Et puis Thierry Marignac, journaliste, écrivain, traducteur et auteur de ce livre qui vient de sortir, La guerre avant la guerre, chronique ukrainienne aux éditions Confident. Alors, je vous ai coupé, Alexis Troud, vous vouliez revenir sur le profil de la présidente de Géorgie que je vous ai fait entendre tout à l'heure, Salomé Zourabichvili, qui, elle, s'exprimait depuis New York, d'ailleurs, le 10 mars, sur LCI. Alors, vous vouliez nous dire, j'imagine, vous vouliez revenir sur le fait qu'elle était binationale. Exactement. Les auditeurs se rappellent qu'elle est française à l'origine, qu'elle a obtenu la nationalité géorgienne
uniquement au moment, au début des années 2010, où elle est devenue ministre, d'abord des Affaires étrangères en Géorgie, mais surtout actuellement, sa fille dirige en fait le pool des journalistes étrangers à Washington, elle est à Washington, et son fils, énarque et haut fonctionnaire, et aussi s'occupe de tout ce qui se passe sur le continent américain. Donc on a un véritable philo-américanisme du côté de Madame Zoraj-Bibi, qui lui donne pas, a priori, vraiment des gages de neutralité dans cette affaire. C'est un constat qu'on a pu faire également avec le gouvernement ukrainien récent. On voyait des Américains ou des Ukraino-Américains membres du gouvernement. Bien sûr, mais si vous voulez, ça aussi, si on compare, ça a été le même cas avec la Serbie dans les années 2000. C'est-à-dire qu'une bonne partie des premiers gouvernements serbes qui ont lutté contre Milosevic, une grande partie de ces ministres que je connaissais moi personnellement, avaient fait leurs études aux États-Unis et en fait étaient très liés aux États-Unis. Tout le premier gouvernement de M. Tadic, qui a signé cet accord unique sur la question du Kosovo, que les Serbes vont avoir du mal à régler, a été fait grâce aux liens qu'ils avaient, des liens très forts avec les États-Unis. Il faut savoir que même M. Milosevic, dans les années 90, présenté, nous, en Europe, comme une sorte de mastodonte communiste, avait fait toute sa carrière aux États-Unis. Donc les liens avec les États-Unis sont très forts dans ce personnel politique, beaucoup plus que chez nous, si vous voulez, dans tout ce qu'on appelle l'Eurasie, c'est-à-dire les Balkans, le Caucase et l'Asie centrale. Alors, oui, je me tourne vers Thierry Marignac. Thierry Marignac, on voit de toute façon l'influence américaine qui est prégnante, mais est-ce que influence veut dire ingérence? Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, peut-être que de toute façon, cette population, si elle n'avait pas été mécontente, ne se serait pas révoltée. Ah non, c'est absolument certain. De toute façon, s'il n'y a pas un ferment de mécontentement, il peut pas y avoir de succès dans les actions des services spéciaux, si puissants soient-ils. Maintenant, l'influence des services spéciaux, elle est évidente à travers justement les ONG. On a beaucoup parlé des ONG serbes, je crois que monsieur doit être au courant, des ONG serbes et baltes, et etc., qui avaient, même dès avant la Révolution Orange, par exemple en Ukraine, la Révolution Orange, je l'ai vu, je l'ai vécu, entraîner des troupes de manifestants pour pouvoir affronter la police et avec des slogans, avec une organisation très précise. J'avais un ami, Yasha Levin, qui disait, non, Jake Rudinsky, pardon, qui disait c'est difficile d'imaginer que les Ukrainiens de l'époque ils soient organisés comme ça, parce qu'il y avait du polystyrène, il y avait des tentes, il y avait toute une organisation qui était clairement... Une logistique. Une logistique, voilà. Une logistique qui était clairement financée d'ailleurs. Que vous avez pu constater, vous, en Ukraine. Oui, absolument. Absolument. Racontez-nous un peu. Justement, cette logistique, ce financement que vous avez pu constater de vos yeux, et que vous racontez d'ailleurs un peu dans votre livre. Écoutez, de toute façon, si vous voulez, les révolutionnaires orange, avec leur divers soutiens, ils avaient occupé le principal boulevard de la principale avenue, les Champs-Élysées de Kiev, qui s'appelle le Kreshatik, dont les gens ont entendu parler maintenant. Déjà, ça leur conférait un avantage stratégique par rapport au soutien de Yanukovych qui venait de plus loin et qui n'avait pas eu le temps de prendre un endroit central comme ça. Après, 3 mois plus tard, quand Yushchenko a finalement été élu et qui est devenu président, qui a eu l'inauguration, tous les gens de l'ouest de l'Ukraine qui s'attardaient sur le Kreshatik, ils ont commencé à sérieusement énerver les Kievois parce qu'il y avait des embouteillages tout le temps. Et alors, au bout d'un moment, on a fini par leur dire tirez-vous, quoi. Et mon camarade Volodya Moseev, avec qui je travaillais donc sur cette histoire de drogue en Ukraine, qui était un volontaire
un travailleur social des narcotiques anonymes de Kiev. Il m'a dit, mais c'est normal, ils sont révolutionnaires, chez eux, ils sont chômeurs. Mais si vous voulez, les tentes, les transports, la nourriture, les drapeaux, et toute l'organisation, ça coûte un fric fou. Bah oui. L'Ukraine est un pays très pauvre, les Ukrainiens sont très pauvres, dans l'ensemble. Donc ça venait de quelque part. Et moi, j'étais d'ailleurs aux premières loges, puisque à cette époque-là, mon premier reportage a été sponsorisé par l'organisation George Soros. Oui. Mon premier reportage a été sponsorisé par l'organisation George Soros, parce que quand j'ai cherché du fric à l'Union européenne, pas moyen. Parce que l'Union européenne, c'est un sérail, et si on est... Alors qu'aux États-Unis, j'avais une chance. Donc, je m'étais servi là-dedans. En même temps, j'étais tout le temps au contact de cette nouvelle élite, je ne sais pas si c'est un peu ce que disait monsieur, de cette nouvelle élite formée aux États-Unis ou au Canada, voire aux îles britanniques, de cette nouvelle élite, de cette nouvelle classe dominante qui étaient souvent d'ailleurs les fils de la nomenclatura précédente, de la nomenclatura soviétique, qui faisaient leur transition, comme on dit maintenant, sur d'autres choses, qui faisaient leur transition et qui passaient directement à la nouvelle classe dominante pro-occidentale qui s'ouvrirait, qui dominerait le lendemain. J'en parle, je crois, dans une séquence... Oui, de votre livre. Puisque vous parlez de la fondation George Soros, qui est quand même peut-être une des plus connues, hein, je vais citer Le Monde diplomatique. En 2006, à l'époque, Le Monde diplomatique avait encore le droit de dire certaines choses. Que se cache-t-il derrière les révolutions colorées ? Voilà, la promotion de la démocratie est pour le moins ambiguë, dit Le Monde diplomatique, quand elle est au service de la puissance. Des centaines d'organisations dites non gouvernementales, donc ONG, œuvrent à la démocratisation du monde. Où est la limite ? Pose la question Le Monde diplomatique, dans son chapeau. Où est la limite entre l'action au service de l'État et la promotion d'un idéal pensé comme un universel ? Et juste après, elle revient sur l'Open Society Institute, donc la fondation payée donc, par la fondation Soros. En donnant un peu des chiffres avec une belle carte que je vous mets là, que vous pouvez peut-être voir sur notre vidéo. Vous voyez que, par exemple, pour la Russie, on a 37 millions de dollars qui sont le budget annuel de la Fondation Soros en Russie. Pour la Serbie, on est environ dans les 10 millions de dollars. C'était sur budget annuel... avec des chiffres qui se sont arrêtés, je crois, fin 2004. Ukraine, on est dans les 10 millions de dollars par an à chaque fois. Et vous voyez qu'en fait, ils sont installés partout, Russie, dont Estonie... moi, à 3 000 $. Voilà, c'est vous qui avez tout pris. Lituanie, Pologne, République tchèque, Hongrie, Kosovo... Enfin, voilà, on voit et Ukraine, évidemment, je l'ai dit déjà, je pense. On voit la présence très importante. Et puis, il précise dans cet article que, bon, il y a la Fondation Soros, mais il y en a d'autres, en fait. Il y en a... Il dit en Géorgie, par exemple, pays stratégiquement important pour Washington, se sont créés environ 1 millier d'ONG locales qui sont financées et soutenues par une cinquantaine d'ONG étrangères. Et donc, dedans, on peut citer Soros, on peut citer l'ONU, l'OSCE ou encore l'OTAN. Voilà, pour que vous ayez une idée. Donc, Soros, ce n'est qu'un maillon et vous voyez qu'on a déjà ici des dizaines de millions de dollars versés chaque année. Donc, ça donne un peu une idée de ce qui est déversé. Alexis Trude. Mais pour aborder dans notre sens, monsieur, alors vraiment, il faut se rappeler en Serbie comment ça avait commencé tout ça. En fait, il y a dans le jargon de ces organisations ce qu'on appelle des trainings. Pendant plusieurs années avant le coup d'État de 2002 contre Milošević, à Budapest, tous ces jeunes qui étaient choisis par ces organisations américaines venaient à Budapest dans des hôtels rutilants, dans des stages de 2 ou 3 semaines où ils apprenaient les techniques de déstabilisation, manifestation, puis prise de parole, etc. Et donc, c'est étonnant à quel point c'est exactement le même système, comme vous disiez. C'est-à-dire, on va d'abord créer des médias indépendants. Ensuite, ces médias indépendants sont attaqués par le gouvernement. Deuxième phase, on va manifester. Ces manifestations, parfois, se passent mal. Et donc, on va avoir des techniques de sit-in, vous voyez. Et ça a été la Serbie, qui était un laboratoire, en fait, en premier, en 2002, et puis après, tous les autres pays.
Et moi, j'ai eu l'occasion, j'ai été invité dans un colloque à Sarajevo par la fondation Konrad Adenauer. C'est assez intéressant, hein. C'était, je pense, en 2009-2010, où j'étais assez surpris déjà d'être invité parce que c'était pas du tout la même. J'étais là comme spécialiste des Balkans alors que je devais enseigner à des jeunes gens qui étaient tous macédoniens, serbes ou autres. Or, les ateliers, ce qu'on appelle maintenant dans le franglais les workshops, avaient pour titre comment faire une manifestation, technique de déstabilisation, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a un véritable, il y a toute une machinerie derrière. Ouais. Toute une Il y a même un manuel qui est distribué, c'est toujours le même dans chacune des révolutions colorées. Ça commençait avec c'était le manuel qu'on peut se procurer partout. C'est ça qui est très bien avec les Américains. Au moins, c'est clair avec eux. Hein. Ils disent clairement ce qu'ils vont faire. Et je suis persuadé que là, en Géorgie, il y a le même manuel qu'il y avait en Serbie, Kyrgyzstan. Et qui propose d'ailleurs, pour revenir sur votre propos, Thierry Marignac, en parlant de cette population mécontente et que tout ça ne peut marcher que sur un terreau de population mécontente, qui propose donc à ces jeunes qui prennent en main ce guide manuel d'une révolution, comment ça s'appelle, vers la démocratie, de se mettre dans sa poche, entre guillemets, les policiers, les forces de l'ordre, de leur envoyer des cadeaux. 2 ans auparavant, c'est quand même une préparation de terrain qui est assez longue pour que justement les lignes de front s'abîme au moment de la vraie révolte. Oui, on a toujours affaire en fait au même mécanisme, c'est-à-dire que ce sont dans ce genre de pays, que ce soit la Biélorussie, la Géorgie, l'Ukraine, on a affaire quand même à des structures d'État qui sont souvent surgies de l'élément criminel, qui sont très corrompus, qui constituent toutes sortes de féodalités. Donc il est logique que la population soit mécontente. Oui. À partir de là, il y a une organisation qui s'insère dans ce mécontentement et qui produit un mécontentement qui serait pro-UE. On parle beaucoup de l'Ukraine pro-UE. Comme disait un sociologue ukrainien réfugié en Allemagne à cause des persécutions de la droite radicale ukrainienne, qui s'appelle Volodymyr Ishchenko, les Ukrainiens, c'est pas un bloc, c'est complètement colonialiste de penser aux Ukrainiens comme ça. Il rappelle un sondage de 2008 où il n'y en avait que 20% qui étaient pour l'adhésion à l'OTAN. Ça a considérablement augmenté aujourd'hui, mais c'était pour donner un exemple. Il dit aussi que l'Ukraine était beaucoup plus dépendante des États-Unis entre 2014 et 2022 que de la Russie entre 1991 et 2014. Ce qui ne signifie pas que les Russes n'aient pas eu une attitude un peu France-Afrique avec l'Ukraine. Donc il faut toujours maintenir ça. Mais c'est ça qui est intéressant. Maintenir cet équilibre. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il s'agit d'un rapport de force planétaire. Oui. Mais en fait, il suffit de le voir, c'est ça qui est intéressant également. Chez nous, en Occident, on a tendance à voir que la version de l'influence russe sur ces pays, vous l'avez dit un peu en France-Afrique. Il est intéressant également de noter qu'il y a un jeu d'influence de part et d'autre, et également donc, évidemment. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de le dire. Mais le Monde diplomatique le disait très bien en 2006, par exemple. Oui, ils ont fait aussi un article que monsieur connaît certainement, qui s'appelait La guerre au Kosovo, le plus gros bobard de la fin du XXe siècle. Oui, c'est vrai. Pour revenir à la Géorgie, je pense que c'est comme, encore une fois, c'est la même chose, c'est comme dans tous ces pays-là, il y a un réel mécontentement, il y a une réelle corruption, parce que la corruption, elle est systémique, et c'est comme quand on dit que le gouvernement ukrainien actuel a fait sa petite purge, ils en ont déjà fait 50, c'est systémique, ça renaît toujours, c'est à l'intérieur même de l'endroit. Et en plus, quand on arrête ces subalternes, comment croire qu'il ignorait leurs agissements? Alors c'est un crétin, ou alors il était au courant. Donc voilà. En tout cas, c'est très intéressant votre propos de dire finalement. Peut-être qu'il y aurait eu une révolte. Seulement là, elle a été instrumentalisée par les Américains, par l'Union européenne. Elle est systématiquement instrumentalisée. Et ensuite, il y a un nouvel apparatchik qui, lui, est au service des Américains, qui se met au pouvoir, qui commence à contrôler. On l'a vu avec Saakashvili, quand même, à l'époque. Et il a fini en tôle.
malgré tout. Et puis la population, elle se retrouve dans la même situation. C'est exactement ce qui s'est passé. Oui, ça change rien C'est finalement. exactement ce qui s'est passé en Ukraine. Ils Oui. se révoltaient contre un oligarque pour en avoir un encore pire. Ou pour avoir un autre oligarque, mais en tout cas marionnette d'une autre influence. Sur Poroshenko, quand je suis arrivé en 2015, Poroshenko, l'agent des Américains, Oui. quand je suis arrivé en 2015 à Kiev pour une mission commerciale, j'avais 2 amis qui étaient un ancien colonel de l'armée rouge, vous voyez, qui est ukrainien, pas du tout pro-russe. Toujours mon camarade Volodya Moseev des narcotiques anonymes, ils m'ont dit exactement la même chose. Ils m'ont dit, s'il n'y avait pas la guerre à l'Est, les têtes de nos dirigeants seraient sur des pics. Oui, c'est ça. Oui. Alors, Alexis Trude, oui. Non, mais alors on dit toujours que les Américains perdent toutes les guerres. Alors, ça, c'est un fait, mais ils perdent aussi toutes ces opérations de déstabilisation. En fait, quand on regarde bien Kyrgyzstan, à un moment donné, avait eu après la révolution de velours, le pouvoir avait été proche des Américains, puis au bout de quelques années, les Russes sont de retour et il y a une base russe au Kyrgyzstan. Biélorussie, n'en parlons pas. Je ne sais pas sur l'Ukraine ou la Géorgie, mais à mon avis, si on voit le scénario serbe, malgré toute l'implication, ces fonds donnés avec une presse aussi, encore actuellement en Serbie, vous avez une presse pro-américaine très très forte au nom de la liberté. Et ça marche pas. Ça marche pas parce que, si vous voulez, les Serbes sont de plus en plus, dans les sondages, veulent absolument leur indépendance, sont de plus en plus tournés vers la Russie. Quand Poutine était à Belgrade, il y a encore moins d'1 an, il a été ovationné, la ville s'est arrêtée. Moins de 40% des Serbes veulent rentrer en Union européenne, malgré les tentatives toujours très fortes de leur président d'adhérer à l'Union européenne. Et puis le summum, c'est le Kosovo. Le Kosovo, c'est un État américain qui est pas du tout, qui est reconnu par aucune nation musulmane, qui le considère comme un pion américain sur le sol européen. J'y étais encore avec une mission de parlementaire européen au mois d'octobre. C'est le trou noir de l'Europe. C'est vraiment la montée de la corruption, là. Pourtant, c'est une production ad hoc américaine. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est là où les auditeurs devraient quand même avoir ce point de réflexion. C'est-à-dire, les Américains arrivent comme ça par des petits phénomènes comme actuellement en Géorgie. Bon, on voit des images quand même assez saisissantes, mais sur le moyen terme, à chaque fois, ils perdent. Mais est-ce qu'on ne peut pas retourner aussi ce que vous dites, votre discours, sur la Russie ? C'est-à-dire qu'à chaque fois, finalement, influence russe, et puis il y a toujours une révolte derrière, avec, on l'a dit, c'est soit parce qu'à l'origine, ceux qui sont au pouvoir sont corrompus, soit parce qu'il y a un mécontentement de la population, qui en a marre de cette mainmise russe. On a l'impression que finalement, c'est un jeu de balles entre les Américains et les Russes. Ça dure une dizaine d'années, puis ça se renverse, puis c'est parti pour l'autre, et puis hop, et après, les autres reprennent, quoi. Juste Alexis Trude sur cette question, puis après je me tourne vers vous, Thierry Marignac. Alors justement, et puis surtout le facteur chinois. Dans toutes ces régions-là, la Chine avance à grands pas, on le voit physiquement. Hein. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais si vous voulez, tout ce qui est train, autoroute, moi je me suis baladé cet été en Bosnie, au Monténégro, toutes les autoroutes, ils avancent à vitesse grand V, ils construisent en pleine montagne, ils construisent, si vous voulez, du 3 km par mois, pratiquement, d'autoroute. Ils vont très, très vite. Les Russes électrifient les voies de chemin de fer, vendent gaz et pétrole. Et donc, si vous voulez, on a l'impression, alors ça, c'est les historiens qui le diront, mais plus les Américains utilisent ces moyens qui étaient considérés comme très modernes, de déstabilisation, de développement des médias dits libres, plus, en fait, en face, par une sorte de géopolitique très concrète, des pays comme la Russie, la Chine, et puis derrière la Turquie. La Turquie aussi fait un très beau comeback dans ces régions-là, et ça ne m'étonnerait pas qu'en Géorgie, à la fin, au bout du bout, dans 10 ou 20 ans, on ait ce genre d'acteurs, et pas que les États-Unis soient vraiment mis de côté. Juste dernier exemple, regardez comment Saakashvili est traité par Mme Zouarashvili. Il a perdu 60 kilos en quelques mois, il est dans des geôles, c'est moyenâgeux, il est dans des geôles depuis quelques mois sans être soigné. C'était le cas exactement avec Milosevic, qui en est mort à La Haye. Et donc, cette technique américaine, soutenue par Mme Zouarashvili, qui est moyenâgeuse, si vous voulez, qui nous rappelle les moyenâgeux,
ben, va se retourner contre eux parce que du coup, la population, après avoir épousé quelques années cet idéal de liberté américaine, en fait, voit très bien comment ce système-là broie ses propres enfants, hein, avec Monsieur Saakashvili. Thierry Marignac. Moi, je voudrais revenir sur la Géorgie, parce que quand même, si j'ai bien compris, c'est le C'est le point de sujet. départ, oui. Quoi qu'ayant eu quelques copains géorgiens, j'y connais pas grand-chose, mais je me souviens quand même de la guerre de 2008. Et je dirais que c'est aussi... on a beaucoup dit, par exemple, ces temps-ci, que les Américains étaient prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Les Américains ont ceci, c'est qu'eux aussi, ils sont tout à fait capables de dire on va vous soutenir et vous lâcher au dernier moment. Oui. C'est un peu ce qui s'était passé avec la Géorgie. Ils les ont soutenus dans la guerre de l'information en inversant le récit, puisque l'agression était géorgienne. Mais en réalité, ils ont laissé tomber dès que les Russes sont intervenus. Ouais, Et, exactement. et ils les avaient montés comme ça, en leur disant on est derrière vous. C'était l'administration Bush, donc ils étaient très agressifs en parole. Et ça a été jusqu'au fait que le chroniqueur géopolitique du Canard enchaîné légendaire, qui s'appelait Claude Angeli à l'époque, je ne sais pas s'il y a encore, qui était un mec qui avait des contacts au Quai d'Orsay et au ministère de la Défense depuis toujours. Il y a eu des fuites de la DGSE, comme quoi, en fait, les Géorgiens n'étaient pas capables de se servir des roquettes super modernes américaines, et que c'était des bérets verts américains et des mercenaires israéliens qui s'en étaient servis pour eux. Et je me souviens d'avoir été à New York peu après, je disais ça à des amis férocement néoconservateurs et sionistes. Ils m'ont dit mais le Hezbollah fait tout le temps ça chez nous, voyons. Oui, mais alors justement c'est intéressant ce que vous dites sur les bérets verts et les mercenaires. Est-ce qu'on ne dirait pas aujourd'hui on dit des formateurs, c'est plus poli, non, pour l'Ukraine. C'est pas est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire sur tous les formateurs que nous envoyons Oui. Bon, ils n'ont pas le même uniforme, les formateurs et les mercenaires, bien sûr. Alexis Troud, le mot de la fin pour conclure cette table ronde. Ben, moi, je suis assez pessimiste. Pour rebondir sur ces fameux bérets verts, bon, je prends un exemple. La société américaine Halliburton. En fait, avant même que le Kosovo, que les troupes de l'OTAN rentrent au Kosovo en juin 99, vous aviez déjà les pelleteuses d'Hallyburton qui construisaient ce qui va être la plus grande base américaine à l'extérieur des États-Unis, Bond Steel. C'est 8000 hommes en permanence au Kosovo. Or, Bond Steel, ça se trouve où? À l'intersection des corridors énergétiques européens, alors le 4, 8 et 10, et américains et maintenant russes. Et donc, si vous voulez, c'est pas nouveau ce qui se passe en Géorgie. C'est-à-dire qu'après, c'est évident que après cette révolution, et si elle réussit à faire pencher la balance du côté du pouvoir américain, eh bien, on aura des bases américaines et puis surtout des mines, des usines qui vont être développées par les Américains parce qu'il y a des intérêts géostratégiques. Or, ça, sur le long cours, ça a commencé dès les années 80. Ils faisaient ça déjà au Honduras, ils ont fait ça. Bon. Et donc, il faut voir ça, si vous voulez. C'est le fameux complexe militaro-industriel américain qui, à chaque fois, dicte ses ordres au président, quel qu'il soit. Et là, Biden, je dirais, c'est même pas lui qui décide, c'est au-dessus de lui. C'est ce fameux complexe militaro-industriel qui dit, ben voilà, sur ce point-là, et à mon avis, c'est pas forcément contre les Russes, ou c'est vraiment géoéconomique. On va appuyer sur ce point-là parce que c'est là qu'on va avoir énormément de richesses à développer. C'est le cas de l'Ukraine, on n'a plus le temps, mais c'est le cas après de la Géorgie ou d'autres pays qui regorgent de richesses comme le Kosovo, de richesses du sous-sol. Pour les Américains, de toute façon, la politique, c'est le commerce. Oui, parce que c'est la même chose. Pour conclure ce que vous disiez tout à l'heure, Thierry Marignac, Alexis Trout, sur le fait que les Américains perdaient leurs opérations de déstabilisation. Et justement, je voulais vous répondre à ce moment-là. Ils la perdent peut-être sur le terrain militaire, mais sûrement pas sur le terrain financier ou de ce qu'ils ont pu mettre en place, notamment énergétique, etc. On le voit. Alors,
Ah non, là, je me souviens en 2008, un colloque à l'EHESS à Paris où je m'étais pris le bec avec des spécialistes d'économie. Ils me disaient, bon, par exemple, en Serbie, l'Union européenne, la Serbie fait les 3/4 de ses échanges avec l'Union européenne, donc non, ils resteront tout. Mais non, je leur disais non. Les Russes et les Chinois, eux, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Ils font dans les Balkans ce qu'ils font en Afrique, en Asie, c'est-à-dire les transports et l'énergie. Et le résultat, c'est que vraiment, quand on regarde la carte, ils se développent beaucoup plus rapidement. Donc, c'est pas pour moi, c'est pas du tout une question d'investissement. Et puis, il y a le facteur quand même historique et spirituel. Oui, alors, ça c'est encore un autre sujet. D'ailleurs, on parlera de la guerre sainte, entre guillemets, qui se joue en ce moment. Ben oui, mais c'est un autre sujet. Ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est que les Russes se battent pas pour... en tout cas, que ce soit en Géorgie ou en Ukraine, l'armée russe se bat pas du tout pour détruire l'Ukraine. Elle se bat pour une sorte de civilisation qu'elle défend. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'en Occident, on a du mal à comprendre. Quand je discute avec des amis sur place, ils sont convaincus que c'est une bataille de civilisation contre des valeurs qu'ils estiment... Ça fait partie, en tout cas, des discours de Vladimir Poutine. Et ce sera notre sujet mercredi avec deux invités, deux auteurs sur un livre sur la guerre sainte de Vladimir Poutine. On y reviendra donc et on continuera ce sujet sur les révolutions colorées absolument passionnant avec vous deux, Alexis Trout, si vous voulez bien revenir, et Thierry Marignac. Je rappelle vos livres, La guerre avant la guerre, chronique ukrainienne pour Thierry Marignac aux éditions Confident, et Alexis Trout, L'éclatement des Balkans, une stratégie programmée par les États-Unis contre l'Europe chez Xania Éditions. Et puis dernièrement, Les Balkans aux éditions Perspectives Libres. Merci beaucoup et à bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.